Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la société Glimpse avec Frédéric Grelot. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle Frédéric Grelot, je suis un ancien de la DGA, dans les équipes de rétroconception de logiciels à Bru, dans la périphérie de Rennes. Et je suis directeur de la recherche et de la communication chez Glimpse. Alors, quelle est votre activité ? Alors, chez Glimpse, nous sommes une jeune start-up créée en novembre 2019 par 4 personnes de la DGA. On a créé Glimpse en fait autour d'un constat qu'on avait fait, qui a été repris assez récemment. On a vu des informations de Joshua Sachs, notamment Chief Scientist chez Sophos, qui disait récemment aujourd'hui, finalement, il y a une certaine limite qui est atteinte par les modèles d'analyse de virus, notamment, analyse et détection de virus, parce qu'on a plein d'échantillons disponibles, il y a Virus Total, il y a plein d'autres sources de ce type-là qui nous fournissent beaucoup d'échantillons, mais aujourd'hui on a atteint une sorte de plafond de verre et il faut aller plus loin. Il faut regarder, quand on veut savoir si quelque chose est un virus notamment, si on veut le comprendre, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on a fait chez Glimpse. On a travaillé sur une technologie que je pourrais détailler à base d'intelligence artificielle qui nous permet de comprendre le sens intrinsèque d'un logiciel binaire, et donc, entre autres, d'un virus, lorsqu'on veut savoir notamment de quelle famille de virus il s'agit, etc. Et c'est sur cette base-là, finalement, que nous avons construit Glimpse, sur cette idée de capacité d'analyser un logiciel, de détecter ses constituants et de savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur pour soit faire de la détection, soit faire de l'analyse dans nos différents produits. Alors moi je connais un peu le domaine de la rétroconception, de l'ingénierie inverse. Je ne sais pas comment on traduit ça correctement en français. Rétro-ingénierie. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'outils mais peu de produits. Est-ce que c'est pas un peu un domaine un peu niche ? Enfin, quels sont les clients que vous visez avec votre outil et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir envie de l'acheter ? Alors justement, ça me permet de détailler un peu ça. On a aujourd'hui plusieurs produits. On a Glimpse Audit qui s'adresse vraiment à un public de personnes qui font de la rétro-ingénierie. Glimpse Audit, c'est vraiment, je mets un binaire dedans et ça m'identifie en quelques secondes en fait l'ensemble des constituants, l'ensemble des bibliothèques open source qu'on va trouver, etc. Et ça va même aller plus loin, c'est intégré typiquement dans IDA ou Ghidra pour documenter les fonctions et me dire, voilà, telle fonction c'est libxml, telle fonction, telle autre ça va être SQLite, etc. Et là on s'adresse vraiment à l'expert en rétro-ingénierie qui fait de l'analyse de binaire. Binaire ou malware, peu importe, finalement, on va lui reconnaître le code connu. Notre deuxième produit, c'est Glimpse Malware, où là, on est vraiment dans une solution plus axée sur la détection de virus informatiques. On la propose sous 2 solutions, en fait, ce produit Glimpse Malware. Une solution Detect, qui va servir vraiment à faire de la détection. Donc voilà, on envoie un fichier et on répond est-ce qu'il s'agit d'un malware ou non. Et la version Glimpse Malware Expert, avec exactement le même cœur en fait dans les deux, et la version Expert va permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, d'avoir des informations qui vont nous permettre de savoir, voilà, le fichier qu'on a là, d'accord, il a sonné, mais pourquoi, à quoi est-ce qu'il peut être similaire, à quel autre échantillon on peut le rapprocher, etc. Qu'est-ce qu'on a comme strings dedans, enfin, voilà, un peu tous les éléments, en gros tous les petits outils que vous avez l'habitude d'utiliser un peu en mode manuel pour savoir ce qu'il y a dans un fichier, et notamment quand vous faites de l'analyse de malware, le but c'est de les intégrer dans un produit qui permettent de gagner énormément de temps. Typiquement, voilà, une fois qu'on sait que quelque chose est un malware, on a envie d'en savoir beaucoup plus pour faire de la réponse à un incident et ce genre de choses. Alors derrière, il y a toutes les questions classiques. Quel est le taux de faux positif ou négatif ? Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont attelés au problème de l'identification de fonctions. Je pense à Bindiff,
ce genre d'outils, ou même les librairies Flirt d'IDA. C'est quand même un problème compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous y arriveriez mieux? Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle, de la blockchain? Alors, il n'y a pas de blockchain, on peut y réfléchir. On a essayé vraiment, on voulait vraiment mettre de la blockchain au début, mais non, plus sérieusement, il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et alors concrètement, pour nous, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot qu'on utilise juste comme ça pour dire qu'il y a de l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose de très très concret, parce qu'en fait, l'idée de base, cette capacité finalement d'identification de code dont je parlais tout à l'heure, c'est justement à l'aide d'un moteur d'intelligence artificielle qu'on a développé, où en gros, pour schématiser un petit peu, alors j'aime bien, des fois je prends comme exemple des histoires pour enfants, mais pour changer un peu, on va prendre des petites fleurs. Si je vous parle d'une fleur, ou si je vous parle d'un avion même, vous imaginez tout de suite dans votre tête, vous visualisez finalement le concept de ce que c'est qu'une fleur ou un avion. Et finalement, si je vous montre une photo, même, quelle que soit la fleur, quel que soit l'avion, si je vous montre un Rafale, n'importe quel avion, etc., vous identifiez le concept de l'avion finalement. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la capacité du cerveau humain, qui est la capacité de conceptualisation. Vous êtes capable, à partir d'un input, d'en créer un concept et ensuite de travailler sur ce concept, de le retenir, de le comparer, etc. Et ça, quand on parle d'intelligence artificielle, la vraie révolution derrière l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on sait faire des algorithmes typiquement réseau de neurones, deep learning, etc., qui sont justement capables de reproduire ce mécanisme de conceptualisation. Et donc ce qu'on a fait chez Glimpse, c'est qu'on a fait exactement ça, sauf qu'au lieu de lui montrer des images, on va lui montrer du code informatique à cet algorithme-là. On va lui montrer le code informatique, il va le conceptualiser, et ensuite tout le reste de notre mécanique va être de travailler sur ce qu'on appelle nous les concept codes. Donc c'est vraiment les concepts associés au code. Si je vous parle par exemple de printf, memset, memcopy, malloc, etc., ce sont des concepts qui, pour quelqu'un qui fait du développement ou de la rétro ou quoi, sont très très clairs finalement. Et nous, en fait, on va revenir un peu à ce niveau d'abstraction-là, le concept code, et pouvoir travailler sur le concept. Le gros intérêt, donc justement, pour la détection, par exemple, on va aller chercher les concept codes qui correspondent au comportement malveillant d'un malware, par exemple, ce genre de choses. Le très gros intérêt, c'est que lorsque vous travaillez sur des concepts, c'est extrêmement souple. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs versions d'un même code compilées différemment, par un compilateur différent, avec des options de compilation différentes, le concept derrière reste le même, alors qu'il va être complètement réécrit. Et même si on va encore plus loin, s'il est sur des architectures différentes, une version en x86 ou une version en ARM, le concept reste le même. Et donc on est capable aujourd'hui de dire, voilà, ces deux codes-là, par exemple, le code que j'ai sous les yeux, ça correspond à tel virus informatique, telle famille de virus informatiques, alors qu'il est en ARM, qu'il n'existe pas d'échantillons publics, par exemple, de cette menace-là en ARM, mais on va être capable de reconnaître les concept codes et de dire, voilà, là j'ai sous les yeux les concept codes de telle ou telle menace, et on va être capable comme ça de réussir à faire de la détection correctement, de l'identification de code, quelles que soient finalement les architectures, etc., sans avoir besoin d'aller se dire, voilà, en ARM, on a telle instruction, en plus il y a des instructions conditionnelles en ARM, donc si on veut faire des graphes, ce genre de choses, les instructions conditionnelles, il va falloir coder à la main, qu'une instruction conditionnelle, c'est un peu comme un graphe un peu plus complexe, etc. Et donc pour faire du cross-architecture, typiquement, c'est complètement peine perdue de le faire à la main, alors qu'en travaillant sur les concept codes, justement, on va pouvoir complètement faire ce lien entre des codes informatiques écrits complètement différemment. Et ça n'avait pas déjà été fait, ça? Alors aujourd'hui, à ma connaissance, non. Il n'y a pas eu de mécanisme comme ça qui permettent de conceptualiser du code, et certainement pas avec la performance qu'on atteint. Pour information, voilà, je regardais il n'y a pas très longtemps des publications qui disaient, voilà, on fait du machine learning sur du binaire, etc. Et on a révolutionné le truc parce que en se comparant à tel papier, il faisait 1200 secondes sur le binaire, et nous on le fait en 60. C'est pas mal, c'est effectivement un très gros progrès, mais quand on veut faire de la détection, 60 secondes, c'est beaucoup, beaucoup trop. Nous, aujourd'hui, la phase d'analyse, détection vis-à-vis d'une base de données de millions, voire milliards de concept codes, c'est 2 à 3 secondes. C'est-à-dire qu'en 2 à 3 secondes, on prend un binaire, on le décortique, on génère ce qu'on appelle les concept codes, justement, et on regarde dans notre base, est-ce que ces concept codes sont malveillants, etc. Et en 3 secondes, on donne la réponse, voilà, il s'agit de codes malveillants ou non. Et ça aujourd'hui, ça n'existe pas. Et quelque part, ça permet de penser des nouveaux usages, justement, de faire ça avec une telle vitesse. Ça permet d'avoir une vraie base de données complète, de comparaison, etc. Là où les techniques classiques vont comparer un binaire avec un autre binaire, typiquement. Et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi cette performance?
C'est beaucoup de travail sur la partie recherche, hein, pour obtenir ces algos-là. Quelque part c'est de la vraie recherche. On n'est pas juste allé appliquer des algorithmes qui existent, ce genre de choses, hein. On a défini typiquement, sur les réseaux de neurones, on travaillait sur notre propre topologie de réseaux de neurones pour répondre à ce besoin-là. Et finalement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à ce niveau de performance et qui nous permet vraiment d'envisager de mettre cette technologie au cœur d'un produit. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on livre quelque part pas une brique technologique, juste un outil, où on vous dit, avec ça, vous pouvez comparer des binaires, faire des liens, etc., faire de la rétro si vous voulez. On le met vraiment dans un produit qui est relativement intégré et qui permet vraiment de faire à la fois la détection, l'analyse et de manière vraiment efficace. Mais pour moi, le machine learning, c'était juste une histoire de puissance, c'est savoir celui qui a le plus gros TPU, non? Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce que les améliorations algorithmiques sont bien meilleures que les améliorations en puissance de calcul? Est-ce que vous avez vraiment révolutionné le domaine dans le sens où vous avez implémenté un algorithme qui n'est pas connu par ailleurs dans le domaine du machine learning? Alors non, on n'est pas allé recoder un morceau de TensorFlow ou de PyTorch ou je ne sais quoi. On utilise évidemment ce qui existe, mais on l'utilise de manière adaptée à notre domaine. C'est ça qui fait, quelque part, effectivement, pour revenir sur la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi? C'est qu'on a ces différentes compétences en fait dans l'équipe, la partie intelligence artificielle avec la compréhension aussi de ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire avec, et la partie rétroconception. Les 4 cofondateurs de Glimpse, on est issus des équipes rétroconception de la DGA, et c'était vraiment notre métier. Et aujourd'hui, quelque part, on se pose la question quand on analyse un binaire et qu'on va essayer de travailler sur un algo d'intelligence artificielle. En tant qu'analyste, qu'est-ce que je regarde? Mon cerveau humain, justement, puisqu'on parle de reproduire, entre guillemets, le comportement du cerveau humain avec du machine learning, en tant qu'analyste, qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce qui va être intéressant? Et sur quoi je vais me baser, finalement, pour me dire qu'il s'agit du même code ou pas? Et finalement, on a su transcrire ça, utiliser, quand je parlais de topologie, de réseau de neurones, etc., là, c'est pour les phases d'entraînement qu'on a utilisé des topologies assez spécifiques qui nous permettent d'entraîner de manière efficace les algorithmes. Et au final, le modèle qu'on va générer à la fin, il n'est pas si compliqué que ça. On n'a pas besoin justement d'une machine avec des dizaines de GPU, etc. Il n'est pas extrêmement compliqué, mais il répond vraiment à la problématique. J'ai un code binaire et j'en crée ce que nous on appelle un concept code, et après je travaille sur cet objet-là. Donc en fait, il y a une phase de transpilation. Qu'est-ce que vous donnez à manger en entrée de votre réseau de neurones? Est-ce que c'est directement des octets? Est-ce qu'il y a quand même une nécessité de reconnaître les fonctions, par exemple, ou d'avoir des basic blocks? Est-ce qu'il y a une transcription dans un langage intermédiaire qui permet éventuellement de gérer x86 et ARM parce que tout est transcrit dans un langage intermédiaire? Enfin, quelle est l'entrée entre le point .exe de Windows ou le ELF sous Linux et le moment où votre algorithme commence à reconnaître la forme? Alors là, il y a pas mal de choses. Il y a effectivement de la reconnaissance de code, ce genre de choses, hein, pour être capable de lui donner les bonnes informations, effectivement. Et avec quand même une très grosse contrainte. C'est-à-dire que typiquement, hein, vous pouvez mettre un fichier, vous mettez un fichier dans IDA, il va vous identifier très très bien l'ensemble du code, etc. Aujourd'hui, la détection de fonctions, ce genre de choses, ça marche très bien dans IDA, mais ça va mettre du temps. Nous, on est vraiment sur quelque chose, on a un objectif derrière qui est aussi l'efficacité en termes de temps de calcul. Donc on va vraiment chercher rapidement les informations nécessaires qui nous permettent ensuite de faire notre partie détection. Et on va faire l'extraction finalement de tout ce dont on a besoin pour derrière générer ce que nous on appelle justement les concept codes. Mais ce système de concept code, on pourrait l'appliquer sur des images, des vidéos, sur tout à fait autre chose que du code? Alors potentiellement, nous après c'est plutôt notre métier, le code, hein, concrètement. On nous a demandé typiquement est-ce qu'on pourrait aussi l'appliquer sur le code source. J'ai envie de dire ça me parle un peu plus que des images ou des vidéos. Après c'est un peu... Quand on parle aujourd'hui justement reconnaissance d'images, etc., quelque part, il y a une phase qui ressemble un peu à de la conceptualisation à un moment ou à un autre pour être capable d'identifier qu'il s'agit d'une fleur sur une image. Et ensuite, on a une forme d'encodage quelque part pour dire il s'agit d'une fleur avec le mot fleur en français quelque part. Mais donc nous, on le dédie vraiment à la partie code avec vraiment cet objectif-là de détecter
vraiment, enfin, le terme concept code, pour nous, il est vraiment adapté. C'est vraiment cette chose-là, quand je parlais de printf, etc., c'est vraiment le concept de la fonction printf. Est-ce que vous avez pensé utiliser cette technologie pour rechercher les bibliothèques, le logiciel libre caché quelque part que les gens ne disent pas qu'ils ont utilisé un logiciel libre, ou carrément pour détecter des violations de copyright? Alors, c'est effectivement une vraie problématique. Je ne sais pas qui sont les plus concernés par ça. La FSF, la Free Software Foundation, ou les éditeurs de logiciels. J'ai envie de dire que les deux, quelque part, seraient très intéressés. Non, ni l'un ni l'autre. Je vais te donner une troisième piste. Ouais. Je prends l'exemple de la 21434 qui va imposer pour commercialiser un véhicule que la totalité du code dans ce véhicule, où qu'il soit au fin fond de la climatisation et pas juste de la boîte de vitesse, soit identifié. Donc à ce moment-là, tu vas devoir réidentifier dans tous les codes que tu intègres dans le véhicule d'où vient ce code. Donc voilà, je pense à une troisième voie qui sont tous ces intégrateurs qui ont besoin d'identifier le code qu'ils ont embarqué et de retrouver à quoi il ressemble et d'où ça sort d'une certaine manière. Voilà, c'était juste pour donner une troisième piste. Et pour nous, c'est une vraie problématique. C'est un cas d'usage qu'on nous a effectivement déjà cité. On a aussi des avocats spécialisés en propriété intellectuelle, par exemple, qui veulent faire de la recherche de code, justement. Et concrètement, pour nous, en fait, ça, c'est un objectif qu'on a d'un troisième produit, justement. Donc, j'ai parlé de Glimpse Audit, j'ai parlé de Glimpse Malware avec sa version Detect et sa version Expert. Et le troisième, en fait, c'est Glimpse Comply. C'est un produit donc qu'on prévoit normalement pour 2021, et en fait pour lequel l'objectif c'est justement, donc Comply porte bien ce sens-là, c'est justement la compliance logicielle, la conformité logicielle, et c'est vraiment être capable de dire voilà, j'ai un logiciel sous les yeux, j'oublie comment il a été construit, parce que dans mon dépôt de code finalement j'avais plein de codes sous GPL, etc. potentiellement, enfin j'avais un compilateur, même GCC, etc. dans ma chaîne de build, de ma chaîne de compilation. Ça ne veut pas dire que ce code-là sous GPL est présent dans le logiciel que je vais livrer. Et donc nous justement, on travaille sur le logiciel binaire, et c'est ça tout l'intérêt. Donc on va regarder le fichier généré à la fin, le code qui va être vraiment mis dans la voiture, dans cet exemple-là, pour être capable de dire ce qu'on a à l'intérieur. Niveau architecture, est-ce que vous êtes sur du endpoint, sur des passerelles web, sur des passerelles mail? Où est-ce que vous vous positionnez? Sur la partie Glimpse Malware, en fait, ça c'est pour nous justement un des gros enjeux de l'année 2021. C'est que tel que je l'ai présenté, en fait, notre produit a une capacité de détection de malware, détection de code finalement. Mais pour ça, il faut effectivement lui fournir quelque chose en entrée. Et pour nous, l'année 2021, l'objectif, c'est vraiment l'année des partenariats. Partenariats avec finalement ceux qui vont voir passer la donnée. Et donc ça va être les EDR, ça va être les solutions de stockage de données, les solutions de messagerie par exemple, tout ce qui va être proxy internet, ce genre de choses. L'objectif pour nous c'est vraiment ça, et c'est justement se connecter avec l'ensemble de ces solutions. Donc on a une démarche très très ouverte là-dessus, avec une API qui est extrêmement simple justement, qui est pensée pour ça. Et le but pour nous c'est justement d'intégrer le produit dans les solutions existantes finalement là où on va s'installer. On a même des personnes qui vont nous dire voilà, moi j'ai un applicatif métier, cet applicatif métier il est installé chez mes fournisseurs et ils travaillent dessus, et du coup on s'échange des fichiers via cet applicatif métier. Mon fournisseur, j'ai pas forcément confiance dans son système d'information. Est-ce qu'on peut connecter mon applicatif métier à Glimpse Malware pour analyser tout ce qui va passer dans un sens typiquement et garantir que quand il m'envoie un fichier, j'ai pas quelque chose de malveillant. Et Glimpse Malware est vraiment pensé pour ça, et ce sont vraiment des choses sur lesquelles on travaille. À ce propos, peut-être que vous pourriez un peu élaborer sur la partie spear phishing justement, qui a été ajoutée assez récemment dans vos solutions. Alors la partie spear phishing, c'est quelque chose qu'on a fait, je crois l'été 2020, pour répondre à un besoin en fait qu'on nous avait demandé justement. On nous avait dit mais est-ce que vous pouvez détecter par exemple des URL malveillantes, etc. Et l'objectif pour nous était avant tout de démontrer la souplesse que nous permettait notre architecture. Et finalement développer un plugin qui faisait ça
ça a été fait en quelques jours, avec intégration de bases de données, d'URL malveillantes, etc. Et ça a permis de montrer que voilà, on a effectivement ce produit, on a notre solution de détection, mais on a aussi vraiment la capacité d'ajouter des plugins, d'augmenter finalement l'analyse, que ce soit pour la partie détection ou pour la partie justement, j'ai envie de creuser ce que j'ai sous les yeux et je veux un peu plus d'informations pertinentes. Je ne sais pas si on peut sortir un peu de la technique et te poser des questions sur la partie entrepreneuriale, parce que vous avez été en croissance rapide, vous avez candidaté et gagné de nombreux prix. Comment ça se passe quand on vient, on va dire, de la DGA et qu'on se retrouve... lever des fonds, quand on vient de la DGA et qu'on se retrouve start-upper, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience? C'est sûr que ça change, hein, mais c'est une belle aventure. Non, vraiment, on prend énormément de plaisir là-dedans, hein, depuis qu'on a créé Glimpse. C'est vrai que quand on discute, hein, avec d'autres personnes qui créent des startups, surtout dans le monde de la cyber, hein, quand on échange un peu, il y a un effet un peu montagne russe, hein, d'un jour à l'autre. On a l'impression que tout va s'effondrer et que tout va redécoller. Mais c'est vraiment passionnant. On vient effectivement de la DGA, donc on avait un assez bon réseau de connaissances finalement dans le milieu cyber. Après, on s'est aussi aperçu que c'est un réseau de connaissances qui était relativement ciblé justement vers la DGA, les gens qui travaillent à la DGA, etc. Et donc on a découvert aussi un écosystème cyber qui est encore plus foisonnant que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On a rencontré beaucoup de monde. On a effectivement remporté quelques prix, donc à l'ECW notamment en 2019, le prix du public, et 2020 le prix du jury cette fois-ci. Jury d'experts, donc ce qui nous a donné une assez bonne visibilité. Ça a été aussi, j'ai envie de dire, l'occasion pour nous aussi de prouver que voilà, on est 4 ingénieurs, on vient de la DGA, on fait de la techno, on fait des produits, mais on sait aussi se présenter, quelque part se vendre, et c'est, j'ai envie de dire, c'est aussi une partie importante finalement quand on crée une boîte comme ça, c'est être capable de se vendre, de vendre nos produits, de montrer ce qu'on fait. Et jusque-là, ça s'est effectivement plutôt bien passé. Effectivement, on a fait une levée de fonds aussi en 2021, une assez belle levée de fonds qui nous permet vraiment de continuer sur notre croissance pour nous développer là sur les années qui viennent. Sur la partie recrutement, alors, est-ce que tu peux nous dire, vous recrutez des étrangers ou des Français? Est-ce qu'il y a vraiment une expertise dans le domaine du reverse engineering en France, enfin de l'ingénierie inverse, ou est-ce que finalement... Alors, sur le domaine recrutement, alors justement, quelque part au départ, étant 4 experts de rétroconception logicielle, c'est pas forcément les compétences dont on avait le plus besoin. Finalement, on était 100% de personnes expertes en rétroconception logicielle. Notre premier recrutement, typiquement, ça a été une développeuse front-end, donc pour les interfaces graphiques de nos produits, ça c'était très important. Après, on a développé aussi l'activité commerciale. Donc même chose, hein, on arrive effectivement à présenter le produit, etc. Mais le métier de commercial, il y a aussi des choses, qui s'apprennent au fur et à mesure, mais c'est aussi bien de se faire accompagner quand même sur ce genre de choses. Et beaucoup de développeurs pour justement développer les produits, des aspects DevOps, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on commence effectivement à rechercher des profils de type rétroconception, hein. On a des offres ouvertes en analyste malware. Parce que effectivement maintenant le but c'est vraiment de dire nos produits ont quand même bien avancé et on avait envie d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance des familles de virus, ce genre de choses, et avoir des gens qui vont aller un peu plus loin dans l'analyse pour nous aider à préciser telle et telle famille, quels sont les liens. Alors en plus ça c'est intéressant parce que avec notre algo on est capable de le faire, donc en plus on peut les alimenter vraiment ces experts là avec des informations techniques. Et on commence à recruter dans ce domaine-là. Pour l'instant, on a recruté exclusivement en France, mais voilà, l'avenir, j'ai du mal à anticiper sur ce qu'on fera à l'avenir pour l'instant sur ce sujet-là. Si je peux me permettre une petite question troll, enfin troll veillante, troll bienveillant, vous êtes parti sur quoi comme langage, enfin comme technologie pour développer le produit? Alors comme technologie, pour la partie tout ce qui est machine learning, sans grosse surprise, on a beaucoup de Python. Il y a beaucoup de quadriciels de machine learning qui sont en Python. Et sur la partie, le reste des produits, on a notamment, il y a un peu de Python, il y a beaucoup de Go aussi. Ce qui nous permet de pas mal gérer tout ce qui est concurrentiel, ce genre de choses.
Et après, alors pour les technos qui nous servent à la partie interface graphique, on est sur du web. Et là, par contre, je voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère pas les citer. Parce que je sais que je vais dire AngularJS ou Angular alors que c'est l'autre. Et voilà. Et je vais me faire taper sur les doigts. Et comment est-ce qu'on fait quand on veut évaluer vos solutions? Est-ce que vous proposez de faire des POC ou ce genre de choses? Alors, effectivement, on commence généralement par une phase de POC. Généralement en mode SaaS parce que c'est plus facile, hein, donc on administre effectivement le produit nous-mêmes. Une phase de POC notamment pour valider justement cet aspect interconnexion. Alors ça dépend à qui est-ce qu'on s'adresse. Sur la partie Glimpse Malware, là je parle de Glimpse Malware hein, d'une manière générale. Sur la partie Glimpse Malware Detect, généralement ce qu'on va évaluer sur une phase de POC, c'est l'intégration. Le client nous dit voilà, moi c'est tel produit que je veux sécuriser. Comment est-ce que je le connecte avec Glimpse Malware? Donc on va faire un POC là-dessus. Sur la partie Glimpse Malware expert, on va plus s'adresser à la limite à des CERT, à des SOC qui vont parfois être plus en analyse manuelle. Donc il y a moins ce travail d'intégration. À partir du moment où ils ont accès, typiquement en mode SaaS, à l'interface, ils peuvent pousser des fichiers, voir les analyses et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu pareil pour Glimpse Audit. On va s'adresser à des experts qui analysent des malwares, qui analysent des fichiers d'une manière générale, des binaires d'une manière générale. On va mettre à disposition le produit pour qu'ils puissent, sur leur cas d'usage, etc., voir comment est-ce que ça fonctionne. Sur le blog, pour l'instant, on est plutôt sur des éléments de méthodologie sur comment utiliser la solution Glimpse. Est-ce qu'à terme, on pourra peut-être voir plus de contenu justement Threat Intel avec des analyses de code détaillées, éventuellement des associés avec des modes opératoires adverses connus, etc. On est vraiment en train de travailler là-dessus, sur notamment potentiellement même des publications justement sur ces aspects-là, en partenariat avec des personnes du monde de la recherche notamment. Le but justement, enfin là, donc je l'ai rapidement évoqué, on est capable aujourd'hui de prendre même 1000 ou 2000 virus d'une famille, voire de plusieurs familles, et de faire ce qu'on appelle du clustering avec justement notre algorithme de conceptualisation. Et du coup, on commence vraiment à travailler sur ces aspects-là et à être capable de dire, voilà, ces deux familles-là sont similaires, c'est tel échantillon qui fait le lien entre les deux familles. Donc ça peut être assez intéressant aussi en termes d'évolution de généalogie finalement. Ou bien au sein de cette famille, on a 2, 3, 4, 5 sous-familles, etc. Et ce sont des choses qu'on a vraiment le souhait de partager. Nous, ça nous permet évidemment d'améliorer la pertinence de nos bases, etc. Mais je pense que ça permet aussi à tout le monde d'avancer un peu sur ces différentes familles. Donc ça va passer effectivement probablement par de la publication ou du post de blog. Et c'est aussi pour ça que les recrutements qu'on fait dans ce domaine-là, analyse malware, vont nous permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des calculs, on arrive à donner ces informations, etc. Mais il y a tout un travail de rétroconception logicielle justement à mener pour aller identifier précisément pourquoi est-ce que l'algorithme a dit ça, etc. Même si l'algorithme fournit énormément de données, donc on a vraiment des assez bonnes pistes de base. Et donc voilà, le but c'est d'avoir des personnes qui justement utilisent ça pour enrichir vraiment la connaissance des différentes familles de malware. J'ai oublié de vous poser la question. Glimpse, comment vous avez trouvé ce nom? Alors, Glimpse, concrètement, alors là, il y a la version officielle, c'est In a Glimpse of an Eye, donc en un clin d'œil. C'est vraiment c'est un terme qui décrit assez bien finalement ce que fait notre solution. L'objectif, c'est identifier les codes in a glimpse of an eye. Derrière, il y avait beaucoup d'expressions qui pouvaient aller avec ce principe-là, mais on avait une contrainte en fait en choisissant le nom, c'est qu'on était tous les quatre issus donc de la DGA d'un département qui s'appelait Investigation de malware et produits de sécurité. IMPS en l'occurrence, qui était un département avec une identité assez forte. On connaissait pas mal, il y a pas mal de gens qu'on connaît, etc., qui sont passés par là. Et du coup, c'est vrai que des mots qui contiennent ces 4 lettres IMPS et si possible dans l'ordre, à part palimpseste ou chimps, donc chimpanzé en anglais, c'est vrai que Glimpse était quand même vachement plus approprié. Frédéric, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais une solution SaaS que tu permettais de faire des POC, mais est-ce que tu n'aurais pas prévu d'ouvrir un portail qui permettrait d'évaluer la solution, limité, genre qu'on puisse mettre par exemple, tu parles de reverse malware, c'est quelque chose que dans les CERT on fait énormément.
et prendre une souche, la poser sur la solution Glimpse et de voir le résultat. Et s'il est pertinent, permet généralement de transformer l'essai commercialement. Est-ce que tu as prévu? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Parce qu'un POC, à chaque fois, on est extrêmement sollicité quand on est dans un CERT sur des POC. Alors effectivement, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Donc je ne saurais pas donner la réponse concrètement aujourd'hui. Quelque part, il y a un modèle effectivement derrière. Il y a des questions à se poser. Il y a des contraintes aussi en termes d'infrastructure, de capacité de calcul, évidemment. Même si aujourd'hui on a une solution qui est efficace, ça peut quand même être impactant. Donc ce sont effectivement des choses auxquelles on réfléchit pour le futur. Aujourd'hui, pour vous aider, pour contribuer à votre développement, qu'est-ce que vous recherchez le plus? Des nouveaux clients? À recruter les bonnes personnes? Des distributeurs à l'étranger? Dans l'ordre. Concrètement, effectivement, il y a évidemment des nouveaux clients. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Aussi, on a un fort besoin sur les recrutements. Sur la cyber, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est identifié par beaucoup d'acteurs. Alors, on cherche bien sûr, on cherche des commerciaux, business développeurs, des postes dans la communication, mais c'est peut-être moins finalement le public de nos limites sécu. On cherche typiquement des profils type ingénieur commercial avant-vente. Donc, ça va être des personnes qui vont être capables d'avoir l'expertise. Donc être capable de présenter le produit justement un peu comme je l'ai fait là finalement, donc de savoir ce que c'est, rentrer dans le détail, et ça c'est quelque chose qui est très important, hein, on le voit dès qu'on discute quand on discute avec un client, j'ai même envie de dire dès le premier rendez-vous, on est systématiquement nous en binôme, un expert et une personne de l'équipe commerciale pour être capable de répondre aux différentes questions. Et donc on cherche effectivement des profils qui auraient un peu cette dualité finalement, capacité de vente et vraie expertise technique, et évidemment développeur ou analyste malware en CTI comme je disais tout à l'heure. On cherche aussi évidemment tout ce qui est partenariat, que ce soit partenariat de vente finalement, donc type intégration, etc., mais aussi partenariat d'intégration de solutions ensemble. Je parlais tout à l'heure de justement la collecte des fichiers, elle est hyper importante, et être capable de s'intégrer avec des solutions qui voient passer les fichiers, finalement c'est quelque chose de très important pour nous. Et localisation aujourd'hui à Rennes, effectivement. Et une personne à Lorient. Et télétravail, évidemment, aujourd'hui, avec les contraintes sanitaires 2021, évidemment, le télétravail quasi intégral, j'ai envie de dire. Et après, pour le futur, les gens, on a quand même une très forte croissance, hein. On a intégré, donc on est passé de 4 à 18 en 6-8 mois. Les gens nous expriment clairement le besoin aussi de faire du présentiel. Et lorsqu'on pourra faire plus de présentiel, je pense qu'on sera effectivement sur un équilibre à un moment entre présentiel et télétravail qui restera, à mon avis, qui reste un peu aussi dans les habitudes maintenant. Est-ce que tu recherches des partenariats avec des équipes de réponse à incidents dans les entreprises commerciales, que ce soit dans le secteur financier, industriel? Est-ce que vous avez suffisamment de rétex ou vous êtes suffisamment alimenté pour continuer votre roadmap de développement, ou est-ce que vous avez besoin aussi un petit peu de la vraie vie, quoi? Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très utile pour nous. On a eu l'occasion de participer à un moment sur une réponse à incident, justement, avec des personnes qui nous ont sollicité parce qu'ils connaissaient notre expertise, ils connaissaient nos produits, etc. Et il y a une vraie plus-value dans le fait de travailler sur ce type d'événement, la réponse à incident. Donc, c'est effectivement des choses qu'on recherche aussi, avec aussi la capacité de voir comment est-ce que nous on alimente nos flux, typiquement en threat intel, de virus, etc. Dans quel timing, dans quel tempo on est au moment d'une réponse à incident. Ça, c'est des choses qui sont effectivement importantes à évaluer. Ok, Frédéric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Alors le mot de la fin, difficile à dire, hein, finalement, parce que aujourd'hui l'écosystème cyber, et la cyber d'une manière générale, c'est quelque chose qui évolue énormément. Clairement, nous, quand on voit avec le recul ce qu'on a fait en à peine 1 an et demi,
d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, le reste du monde cyber, où est-ce qu'il était il y a 1 an et demi, où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il y a vraiment une activité très très forte. Ce qu'on constate et ce que constate beaucoup de monde, je pense, c'est qu'il y a un côté fragmentation de l'écosystème aujourd'hui qui est assez important finalement. Et pour nous, quand je parle des partenariats, je dis ça vraiment parce que c'est important d'un point de vue business évidemment, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, important d'un point de vue même de principe, de politique, etc. Quelque part, si on arrive aujourd'hui, si on n'arrive pas à créer des solutions cyber françaises notamment, qui soient, j'ai pas envie de dire aussi performantes, j'ai envie de dire même plus performantes que typiquement les solutions américaines qui envahissent le marché, etc. Je pense qu'on est à peu près tous voués à l'échec, que ce soit l'écosystème de la cyber en tant que tel, et même finalement notre politique industrielle en France. Donc cet aspect partenariat, pour moi, c'est vraiment le mot de la fin, et c'est vraiment la direction que je pense qu'il faut qu'on prenne tous ensemble pour la suite quelque part de l'écosystème cyber français. C'est déjà une grande preuve de maturité, t'es européen. Et la cyber en Europe, quand on regarde bien, n'a rien à envier. Exactement, clairement. Je pense que sur les acteurs européens, il y a déjà pas mal de choses qui se font. Alors évidemment, on a plus de contacts aujourd'hui avec l'écosystème français, mais clairement, il y a des belles choses à faire. Bon, bien Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Félicitations. Au revoir. Au revoir.